Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je suis au Costa Rica, après 3 mois au Guatemala. Depuis que j'ai fait une vidéo sur le Mexique, il est arrivé beaucoup de choses. Mais ce que je vous ai dit concernant le Mexique se confirme, en grande partie, pour le bien et pour du moins bien. Je vais maintenant faire une vidéo qui va traiter du même sujet, concernant les pays compris entre le Mexique et la Colombie, exclus, à savoir les pays d'Amérique centrale, proprement dit. Le Mexique est en partie en Amérique centrale, en partie en Amérique du Nord, ça se discute. On ne va pas ici faire de catégorisation importante. Je parle donc de tous les petits pays situés au sud du Mexique, jusqu'en Colombie, je les cite. Le Guatemala, le Nicaragua, le Salvador et le Honduras, qui font partie du C4. C'est une sorte de communauté où il y a une coopération au niveau de l'immigration notamment. Et donc quand vous avez un visa pour un de ces pays, vous pouvez aller dans les autres. Mais quand vous avez fait vos 90 jours de visa touristique dans un ou plusieurs de ces pays, eh bien vous devez sortir de la zone. Donc vous voyez une sorte d'union douanière entre ces 4 pays. Il y a aussi le Belize, qui contrairement à tous les pays que je viens de citer, est plutôt anglophone et non pas hispanophone. Et il y a encore le Costa Rica et le Panama. Vous allez voir que comprendre la situation politique de ces pays est assez facile et est assez uniforme finalement par rapport aux problèmes qui nous intéressent, à savoir le futur de la liberté dans ces pays en relation avec les passes sanitaires et toutes les restrictions de liberté qui ont été initiées lors de la pandémie de vous savez quoi. Alors, ne tombez pas dans le piège, même si maintenant c'est un peu plus tranquille, les choses avancent. Je sais que le public a la mémoire courte et je vous ai dit que les restrictions de liberté liées à la pandémie, on n'allait pas les retirer. Alors certaines personnes disent « regarde, on les a retirées ». Oui, très provisoirement, le temps de les mettre dans la loi de façon définitive, puisque c'est bien ça le but. Et pour que vous ne le voyez pas, on fait des diversions. Je vais vous donner des exemples tout à fait précis. Et j'insiste, basés sur des sources tout à fait officielles. Voilà. Donc, on va regarder ça de façon systématique, en donnant quelques nouvelles du Mexique, qui sont très importantes pour comprendre la suite. Donc je vais reprendre des propos que j'ai dit pour le Mexique, et vous montrer qu'en un an, on a eu beaucoup de confirmation de ce que je vous avais dit. Le Mexique a une frontière avec les États-Unis, et la pression que mettent les Américains pour que le Mexique suive les États-Unis est énorme. Et vous savez que les Américains, quand ils veulent quelque chose, ils sont prêts à tout. Par exemple, ils font un chantage immonde au Mexique, je ne rentre pas ici dans les détails, ce n'est pas le but, pour que le Mexique condamne la Russie et mette des sanctions, ce que le Mexique ne veut pas faire. Mais le chantage est puissant et les Américains ont les moyens, vous le savez, de mettre une pression extraordinaire sur les pays étrangers. Bon, les Mexicains ont l'habitude et tout le monde résiste, y compris le président, mais aux prochaines élections, je ne sais pas qui sera élu, la politique pourrait changer, moi je ne peux rien vous promettre. J'ai dit que je pouvais rien vous promettre et effectivement les choses évoluent dans le mauvais sens, enfin dans un double sens en fait, puisqu'on voit que la politique mexicaine veut s'écarter de celle des États-Unis, donc ça pour moi c'est positif, sauf que la réaction des États-Unis est extrêmement brutale, et ça c'est moins positif. En effet, le Mexique a simplement exprimé la possibilité d'envisager, je suis très prudent dans mes propos et le Mexique l'a été aussi, donc d'envisager une candidature au BRICS, donc ce fameux groupe formé au départ par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, rejoint par l'Afrique du Sud, est de South Africa, et puis qui continue à grandir. Il y a plein de candidats, notamment l'Argentine, l'Algérie, l'Arabie Saoudite. Vous voyez, ce sont des pays qui commencent par A, je ne l'ai pas fait exprès. Et le Mexique en a parlé. Alors, évidemment, les complotistes disent qu'il y a un lien de cause à effet, les anticomplotistes disent que c'est une coïncidence, mais je vous laisse réfléchir que dans les jours qui ont suivi, eh bien, les États-Unis ont parlé d'une intervention militaire au Mexique. Évidemment, ils ne vont pas dire que c'est parce que le Mexique veut rejoindre les BRICS, ça, ce serait totalement impossible, mais ils prétendent que c'est pour contrôler les cartels de la drogue qui ne seraient plus sous contrôle. Alors évidemment, c'est une excuse qui a l'air un peu valable, sauf que les cartels ne sont plus sous contrôle depuis bien longtemps, et que donc c'est un peu bizarre que c'est justement maintenant que les États-Unis en parlent. Les autorités mexicaines ont immédiatement réagi en disant qu'ils n'accepteraient pas la présence militaire américaine, et les Américains regardent au niveau légal comment est-ce qu'ils pourraient intervenir malgré tout, c'est-à-dire sans l'autorisation du gouvernement de Mexico.
c'est ce qu'on appelle le début d'une guerre. Alors, on n'y est pas encore, ce ne sont que des mots, et je ne pense pas qu'il va y avoir une guerre. Enfin, j'avais dit ça pour l'Ukraine aussi, avec la Russie, quelques semaines avant le début de l'opération russe. Donc, je peux me tromper, je n'ai pas l'air très doué pour prévenir les guerres, donc je ne crois pas que celle-ci aura lieu, et j'espère avoir raison, mais c'est quand même pour vous dire qu'il y a des réactions américaines très fortes par rapport aux décisions mexicaines, et vous allez voir que cette réaction est très très importante pour comprendre ce qui se passe en Amérique centrale, ou disons dans le reste de l'Amérique centrale. Puisqu'il y a un boom d'immigration, et pas seulement de l'immigration d'Argentine ou d'autres pays qui sont dans une situation économique déplorable, mais d'Europe, des États-Unis, des gens qui fuient, on va dire, le nouvel ordre mondial, pour dire ça comme ça. Et donc, ça c'est une information toute fraîche que je dois vous donner. Si vous lisez sur les réseaux sociaux que les Mexicains appliquent de façon flexible les lois sur la migration et sont très accueillants, eh bien attendez-vous que ça évolue dans le mauvais sens. Je disais donc que ça pouvait évoluer dans le mauvais sens. Malheureusement, j'en ai fait les frais. J'ai été expulsé du Mexique. J'ai raconté ça dans une vidéo fin de l'année passée. Je peux rentrer au Mexique quand je veux, c'est pas le problème. Je peux y retourner, mais déjà, ça montre un peu un problème par rapport à l'accueil des étrangers. Et beaucoup plus grave pour moi, eh bien, le visa de travail que j'ai demandé pour Marinella, ma compagne, a été refusé. Et donc, ça va être difficile pour nous d'y aller immédiatement, on va devoir se retourner. Je ne vais pas parler de ma situation personnelle ici, qui n'est pas du tout l'intérêt. Pour l'instant, je reste au Costa Rica, et c'est possible que Marinella vienne m'y rejoindre. Assez rapidement d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est tout ça pour dire que j'avais deux fois raison. Un, c'est la volonté du Mexique de ne pas suivre les États-Unis, mais que les États-Unis sont capables de mal réagir par rapport à des décisions qui vont dans ce sens. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que le Mexique devient plus strict par rapport aux demandes des étrangers pour s'installer dans leur pays, tout simplement parce que il y en a beaucoup trop. Je ne suis pas le seul à avoir compris que le Mexique était une des meilleures destinations pour rester libre dans les années à venir, et donc forcément ça fait augmenter le nombre de demandes de permis de résidence, de permis de travail, etc. Il est très important de rappeler que beaucoup de gens pensent qu'étant donné que nous avons retiré les passes sanitaires et autres restrictions dans l'Union européenne, la vague est passée et les propos alarmistes que j'ai tenus, notamment en 2021, pour expliquer comment est-ce que ces mesures de restriction n'allaient jamais être enlevées, eh bien, sont en fait finis, et donc je me suis trompé. Alors, le fait que je me sois trompé, ce serait tant mieux, évidemment, je ne cherche pas à avoir raison, mais par contre, il est d'une grande naïveté de croire que ces techniques de surveillance sont passées. 2021 et 2022 ont en quelque sorte été un test, grandeur nature, des tests qui vont évidemment continuer pour une mise en place, comme je vous le dis depuis plusieurs années, en 2030, dans le cadre de l'agenda 2030. Alors évidemment, ce n'est pas à 1 ou 2 années près, mais c'est leurs objectifs, c'est de mettre tout ce système en place en 2030. Et ça avance bien. Regardez, je vais sur le site de la Commission européenne, donc aujourd'hui, quand je tourne, on est le 9 avril 2023, eh bien, on dit bien une identité numérique pour tous les Européens. Et je vous ai toujours dit, les passes sanitaires et autres, c'est l'embryon de l'identité numérique, qui est en fait une forme de crédit social, comme ça a lieu en Chine, mais version européenne. Les titres sont de plus en plus nets. J'avais déjà fait une capture écran de ce qui était publié dans une de mes vidéos en 2021. Eh bien, on disait déjà pour tous les Européens, puis on insistait sur le fait que c'était facultatif. Maintenant, c'est pourquoi est-elle nécessaire? Donc, vous voyez, on adapte petit à petit le discours pour que les gens s'habituent et acceptent le système. Ici, par exemple, en dessin qui expliquera comment est-ce que vous pourrez demander un prêt bancaire. Eh bien, voilà exactement comment on va obliger les gens à avoir un truc qui sera soi-disant facultatif. C'est de dire, ah oui, pour la sécurité, on va vérifier tous les détails de votre situation financière, vos dépenses, etc. Et donc, il faut l'identité numérique européenne, par exemple. Après, les détails pratiques comme ça peuvent varier. Moi, je me mets à la place des gens qui décident et le genre de décision que je prendrais si j'avais les objectifs aussi mauvais qu'eux ont. Mais évidemment, là, je peux me tromper. Mais ça vous donne une idée.
D'ailleurs, en parallèle de l'identité numérique, on parle de l'euro numérique, qui est évidemment le corollaire qui permettra de contrôler, de vérifier toutes vos dépenses. Je voudrais souligner que pas mal de gens se sont fait avoir avec la réforme des retraites, qui n'a aucune importance en fait. De toute façon, c'est une réforme provisoire qui ne solutionne aucun des problèmes pour peu qu'il y avait des problèmes, et qui a pour but évidemment de privatiser le système des retraites, ce qui sera fait de façon plus ou moins détournée en fonction de la réaction du public. Mais à mon avis, la principale raison pour laquelle Macron a tenté de faire passer cette loi, et l'a fait passer apparemment, même si c'est peut-être pas fini, en 2023, en début 2023, c'est pour faire diversion. Et diversion par rapport à quoi? Eh bien regardez, dans l'actualité du site du Parlement, vous êtes d'accord, on n'est pas sur complotiste.com. Les députés soutiennent le portefeuille numérique européen. C'est bien de ça dont on parle, identité numérique européenne, portefeuille numérique européen. Et ça a été voté, regardez, en tout cas l'article, je n'ai pas regardé la date du vote, mais en février 2023, alors que montaient déjà les tensions par rapport à la réforme des retraites. Donc c'était une diversion parfaite, une diversion pour cette décision, mais ce n'est pas la seule. Ça s'est étalé évidemment sur plusieurs semaines. Par exemple, on a également voté en France l'utilisation de caméras de surveillance, y compris à reconnaissance faciale, et même qui détectent certaines émotions. Donc tout ça en toute discrétion, pendant que les gens sont dans la rue pour une réforme des retraites sans importance. Alors que le sujet dont je vous parle ici va vraiment modifier l'avenir, beaucoup plus significativement qu'une petite réforme des retraites qui, de toute façon, ne change rien au problème de fond. On sait déjà le nom de la société qui va créer ce portefeuille, qui est évidemment une société privée. Vous savez que l'Union européenne aime bien de donner toutes ses compétences à des sociétés privées, je ne vais pas revenir là-dessus. Eh bien voilà, c'est le consortium Potential. Je n'ai pas encore étudié les détails et l'origine de ce consortium, des sociétés donc qui la composent, pour voir si elles n'ont pas déjà eu des problèmes sur le vol de données personnelles, etc. Je ne serais pas du tout étonné, ce ne serait pas la première fois, mais ici on va se concentrer évidemment sur l'Amérique centrale, puisque c'est bien le but de cette vidéo. Je reviendrai avec plus d'informations sur cette diversion de la réforme des retraites, sur les décisions qui ont été prises, dans une vidéo qui traitera plus spécialement de la France. Mais qu'en est-il pour les pays d'Amérique centrale? Donc on a vu qu'au Mexique, il y avait une volonté politique, notamment de la part du président, de ne pas suivre le mouvement, et même éventuellement de rejoindre les BRICS. Alors contrairement au bloc américain, le bloc BRICS, qu'on pourrait appeler le bloc russo-chinois, bien sûr, en Chine, c'est le pays du crédit social, et on pourrait dire c'est pire que le bloc occidental. La différence, c'est qu'apparemment pour l'instant, et évidemment ça peut changer, la Chine n'essaye pas d'imposer son modèle aux autres pays, contrairement aux Américains qui imposent le wokisme. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que les Africains, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo que je vous recommande évidemment d'aller voir, eh bien, sont plus attirés par l'influence russe ou chinoise. Je vous montre ici un extrait d'une vidéo d'un Africain qui a beaucoup de succès, il a énormément de followers, c'est un des francophones, je dirais un des youtubeurs francophones indépendants qui a le plus de followers. Ses analyses sont souvent très justes, alors comme toujours il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas d'accord, vous me connaissez, mais peu importe. Écoutez ce qu'il dit ici. Si vous ne légalisez pas, papa, maman, chez vous, nous stoppons l'aide. Et ça, c'est que le début. Souvenez-vous, il y a un petit moment, on voulait encore une fois mettre la pression sur le président ougandais qui a repoussé. On a dit d'accepter des talibans qui sont venus de l'Afghanistan. Après qu'ils aient fait ce qu'ils ont fait, leur guerre là-bas et tout le bazar. Si on prône la démocratie, la liberté d'expression, le droit de vivre, le bien-être, je pense que dans ce cas, il faudrait aussi respecter les gens selon leurs normes, leurs traditions. Pourquoi on ne met pas la pression sur l'Arabie Saoudite? Parce que là-bas, d'ailleurs, ces gens ne peuvent pas pouvoir me subir des conséquences effroyables. Pourquoi on ne met pas la pression sur l'Arabie Saoudite? Vous savez pourquoi? Évidemment, c'est à cause du pétrole. Si vous mettez la pression sur l'Arabie Saoudite décide je ne produirai plus de pétrole pour vous. Vous faites quoi? L'industrie tombe. Ça va déséquilibrer tout le monde. Mais regardez encore en Europe et ailleurs. Pourquoi on n'accepte pas la polygamie? C'est illégal là-bas, non? N'est-ce pas? Vous vous souvenez, ils sont venus vous dire que non, la polygamie en Afrique, c'est sorcellerique. Mais papa, maman, il faut respecter ça. Respecter, c'est leur choix, c'est leur... Mais la polygamie et la sorcellerie, c'est inacceptable. Comment un homme normal peut devenir polygame? La polygamie chez eux, c'est illégal. Punissable de prison. Dans beaucoup de pays européens et américains, illégal. Bon, pourquoi si chez vous c'est illégal, vous voulez quand même venir chez les gens leur imposer un truc que vous n'acceptez pas. Chez vous, vous n'acceptez pas la polygamie. Mais ici, on n'accepte pas certaines histoires. Vous voulez venir chez les gens pour imposer, ça ne se fait pas. Est-ce que c'est juste? Ce n'est pas correct.
Encore une fois, je pense que c'est important de voir ces Africains qui se lèvent. Il n'y a pas seulement le président ougandais, il y a le président Ruto du Kenya qui, déjà au départ, à peine arrivé au pouvoir, la première question qui lui est posée, ce n'est pas comment tu vas améliorer le Kenya, comment tu vas t'arranger ce que le Kenya soit plus. Il dit non, mais comment vous allez faire par rapport au pouvoir. Je pense que vous aurez compris que le papa, maman, qu'il dit très vite, c'est donc le wokisme de façon générale, dont je parle dans diverses vidéos. C'est cette idéologie sans fond culturel qu'essayent d'imposer au monde entier les États-Unis pour avoir une population sans point de repère, manipulable par l'électronique, dans le cadre de la guerre de civilisation dont je vous parle dans cette vidéo, que je vous recommande d'aller voir. Et donc, c'est très intéressant de voir que l'Afrique prend conscience qu'ils sont manipulés par l'Occident, et ici je n'ai mis que quelques extraits, mais si vous allez voir ce youtubeur ainsi que d'autres, comme Alain Foka par exemple, bien, il est tout à fait conscient que la Chine et la Russie, entre autres, viennent en Afrique dans leurs propres intérêts, mais au moins, c'est dans un cadre d'un contrat, et ils s'en tiennent au contrat, ils ne font pas de chantage pour que tel et tel pays accepte ceci ou cela. En Amérique centrale, on a une influence absolue des États-Unis. Et donc, si vous rejetez l'idéologie que veut imposer les États-Unis au monde, eh bien, ça risque d'être difficile en Amérique centrale. Alors, si vous voulez, c'est ça le fond du message. Comme je le dis, le Mexique résiste, tant bien que mal. Ça ne va pas être évident à long terme, étant donné la disproportion entre l'armée et l'économie américaine, et celle du Mexique. Je voudrais quand même rappeler que, sur base de sources tout à fait fiables, dont certaines je ne peux pas citer d'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes bien au courant, eh bien, les États-Unis n'acceptent pas que le Mexique ait une aviation de chasse moderne. Donc vous voyez, quand les États-Unis disent que la Russie devrait laisser l'Ukraine rejoindre l'OTAN et acheter les armements qu'elle voudrait, y compris mettre des missiles américains, c'est du deux poids deux mesures, puisqu'elle-même n'accepte pas que ses voisins aient une aviation qui pourrait lui porter préjudice. Pourtant, il en faudrait déjà une grosse pour faire peur aux États-Unis, qui, comme tout le monde le sait, a plus d'avions que n'importe quel autre pays de la planète, même si on additionne la Chine et la Russie. Donc les marges de manœuvre du Mexique sont relativement limitées, alors que c'est de loin le pays le plus puissant de la région au niveau militaire par rapport à tous les pays dont nous parlons. En fait, l'armée mexicaine est plus du double en nombre d'hommes, par exemple, que tous les pays dont nous parlons ici réunis. Donc ça vous donne quand même un ordre de grandeur. Donc ça veut dire que les pays dont nous parlons n'ont pas les moyens de résister militairement aux États-Unis, et c'est tellement vrai que le plus remarquable, c'est le Panama. Le Panama utilise comme monnaie le dollar américain et n'a pas d'armée. C'est les États-Unis. Les États-Unis ont créé ce pays pour pouvoir contrôler le canal de Panama, et en fait, ils ont complètement la main mise dessus. Donc on peut dire factuellement que le Panama est une colonie américaine. Le Costa Rica, c'est à peine mieux. Il n'a pas d'armée non plus, comme le Panama, et donc la défense est assurée par les États-Unis. Eux ont une monnaie malgré tout, le colon, qui est toutefois assez bien adossée au dollar, donc c'est à peine mieux que le Panama. Donc concrètement, le Panama et le Costa Rica n'ont absolument aucune souveraineté pour aller à l'encontre d'une décision américaine, et c'est comme ça que les multinationales américaines, au Costa Rica, j'ai pu voir Del Monte, Chiquita notamment, qui font des productions de fruits industriels absolument infâmes, pulvérisés sans aucune précaution, ce qui provoque d'énormes problèmes de santé, notamment chez les gens qui travaillent dans ces plantations et autour, qui se font pulvériser par avion avec les fruits, et donc avec des niveaux d'espérance de vie les plus bas de la planète, dans des pays qui se disent quand même, le Costa Rica en particulier, qui met en avant l'écotourisme, l'éducation, etc. Mais ils n'ont aucun moyen politique et militaire de s'opposer aux États-Unis, évidemment. Et donc, ça répond à toute question que vous vous poseriez sur la possibilité à long terme de vivre dans ces pays pour échapper au monde que veut imposer la Silicon Valley, les États-Unis de façon générale, les mondialistes, notamment américains, dont je parle dans la vidéo sur le transhumanisme en particulier, et d'autres. Eh bien, vous ne pourrez pas fuir dans des pays comme ici, c'est-à-dire que peut-être que pendant quelques années, ça peut bien se passer. Je ne prédis jamais l'avenir, je précise. J'essaye simplement d'expliquer la situation politique pour comprendre que les probabilités que des pays ici résistent à ce mouvement, il faudrait déjà qu'ils aient une volonté de résister et qu'ils aient les moyens de résister. Eh bien, ce n'est pas le cas. Non seulement ils n'ont pas envie de résister, mais en plus ils n'ont pas les moyens. Donc au moins, la question est réglée. En fait, je peux dire presque la même chose pour toute l'Amérique centrale. Le Guatemala a une petite armée plus grande que celle des 3 pays voisins, hormis le Mexique,
mais c'est largement insuffisant pour résister aux États-Unis. Dit évidemment au Mexique s'il y avait une guerre avec le Mexique, mais c'est pas le cas, il n'y a pas de conflit, mais c'est pour donner une idée. Et donc ils n'ont pas vraiment les moyens de résister, sauf qu'au Guatemala, ils ont peut-être envie de résister, puisqu'ils ont déjà subi des interventions militaires américaines pour des raisons tout à fait inadmissibles, notamment justement cette mainmise des multinationales sur les terres guatémaltèques. Ils voulaient reprendre leur souveraineté dessus et ils se sont pris une intervention militaire sous prétexte, comme d'habitude, de rétablir la démocratie. Donc je ne vais pas revenir ici sur les détails de l'historique du Guatemala, mais ça se sent très fort. Ici au Costa Rica, d'où je tourne la vidéo, on voit bien que les Américains sont les bienvenus, c'est les amis, etc. Le wokisme est très présent à San José, par exemple. Je ne vais pas vous raconter les détails des papa, maman qu'on voit à San José, mais c'est vrai que ça fait un choc par rapport au Guatemala et au Mexique. Je le dis tout de suite, il y a le wokisme qui est très avancé, je dirais même peut-être plus qu'aux États-Unis. Je ne sais pas parce que j'ai plus été aux États-Unis depuis quelques années. Ça a peut-être évolué encore plus vite. Mais ça me donne l'impression d'être le pays le plus woke que j'ai vu de ma vie, en fait, le Costa Rica. Donc ne vous étonnez pas que le pays ne résiste absolument pas aux idéologies américaines. Au Guatemala, non, ça reste un pays traditionnel, etc. Et ils sont très fâchés avec les Américains sur le passé. C'est pour dire que peut-être qu'il y a une volonté au Guatemala de ne pas suivre l'idéologie américaine, je dirais même certainement d'après ce que j'ai pu voir, après j'ai pas fait de sondage, mais militairement, économiquement, le Guatemala n'a pas les moyens de résister et ne montre pas suffisamment de souhait de résister pour faire peur aux États-Unis. En fait, en Amérique centrale, le seul pays qui montre en souhait de résister, c'est le Nicaragua. Le Honduras, le Belize, le Salvador sont, pour l'instant, suffisamment dans la lignée américaine pour que les États-Unis soient contents avec la situation. Donc, il ne faut rien espérer de ce côté-là. Alors, le Nicaragua est la seule exception. C'est la seule exception en Amérique centrale. Et ça vaudrait peut-être la peine d'étudier un peu l'historique, où on voit comment, de façon tout à fait ouverte, de source mainstream, c'est pas du complotisme, les Américains ont soutenu des oppositions très violentes, qui pratiquaient en fait du terrorisme. Les dossiers sont déclassés, donc c'est tout à fait ouvert, c'est tout à fait admis. La CIA et les organismes américains ont soutenu notamment un groupe qui s'appelle les Contras, je crois, je vais le mettre à l'écran, qui luttait notamment contre la révolution sandiniste, je dirais de type gauchiste, donc plus proche de Hugo Chavez, etc. Bon. Alors je ne veux pas défendre en camp ou en autre par rapport au niveau politique, je dirais, c'est pas mon rôle. Et puis, de deux côtés, il y a certainement eu des violences, des exactions, etc. C'est pas la question. Ici, je n'ai pas le temps d'aller creuser pour essayer de faire un bilan criminel d'un côté ou de l'autre, mais c'est intéressant de voir à quel point les Américains peuvent s'ingérer, et tant qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent, eh bien, ils sont capables de faire des choses terribles. Ça vous renvoie évidemment à ce qui se passe en Ukraine, en Iran et ailleurs. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que même dans les sources mainstream, on montre que voilà, vous aviez les sandinistes au pouvoir, et puis avec la pression américaine, ou des groupes soutenus par les Américains, je dirais les États-Uniens, parce que quand on dit les Américains, en fait ils sont tous américains, c'est en défaut de langage, je devrais insister sur États-Uniens. Donc le pouvoir de Washington a obtenu gain de cause en faisant élire quelqu'un de droite, qui est donc plus proche des États-Unis, et on peut voir même sur Wikipédia que voilà, le niveau de vie s'est effondré, la sécurité a augmenté, enfin, tout a allé plus mal. Et les États-Unis vont dire, eux, c'est la démocratie, la liberté, etc. On voit dans quel état les Occidentaux ont mis la Libye, l'Irak, et j'en passe. Et donc ici, en Amérique, eh bien, évidemment, c'est pas des guerres aussi spectaculaires, sauf peut-être celle du Guatemala, qui a été terrible, et puis plus anciennement le Panama, qui a été arraché à la Colombie, etc. Bon, ça c'est le plus ancien, mais la stratégie reste finalement la même. Alors actuellement, c'est de nouveau la gauche au pouvoir, donc les sandinistes, alors on leur reproche plein de choses, et il y a peut-être des choses qui sont vraies, moi j'ai pas été analysé d'aussi près, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est donc un pouvoir qui est contre les intérêts américains, et les Américains ne le supportent pas. C'est pour ça d'ailleurs que le pays n'a pas été invité au sommet des Amériques par Biden, et c'est pour ça que le Mexique a boycotté cette réunion, etc. Il est donc considéré, je parle du Nicaragua, dans les pays, je dirais, de l'axe du mal, vous savez, comme Cuba et Venezuela. Donc c'est vraiment la mentalité américaine d'exclure les pays qui n'ont pas la politique que Washington souhaite. Et donc, quel est le futur du Nicaragua? J'en sais rien. Tout ce que je peux vous affirmer, c'est que politiquement, il s'oppose aux États-Unis. Est-ce que ça suffit pour ne pas rentrer dans le système
que les mondialistes veulent imposer au monde et que nous voulons fuir. Enfin, quand je dis nous, j'imagine que si vous regardez la vidéo, c'est que vous pensez comme moi, hein, et c'est à eux que s'adresse cette vidéo. Eh bien, j'en sais rien, parce que si le Nicaragua reste isolé, où il est avec peut-être comme seul allié le Mexique, qui essaye d'être plus équilibré, le Mexique n'est pas considéré comme en pays de l'axe du mal par Washington, mais on l'a vu, le Mexique essaye de s'y opposer, et tant que le Mexique s'y oppose et qu'il n'y a pas une guerre entre les États-Unis et le Mexique, eh bien, c'est quand même un rempart pour des pays comme le Nicaragua et le Venezuela. Hein, oui, des chefs d'État peuvent se réfugier au Mexique. Hein, le Mexique offre souvent l'hospitalité pour ce genre d'opposants aux États-Unis, etc. Donc, il y a peut-être un espoir. Si les Américains rentraient au Mexique et qu'il y avait une guerre totale entre les deux pays, ce que je pense pas, j'espère, hein, ce serait vraiment catastrophique, mais un petit pays comme le Nicaragua n'aura aucune chance de résister, évidemment, aux pressions de Washington. Donc, si vous voulez vous expatrier en Amérique centrale, je reste sur l'idée que le Mexique est le meilleur pays, sachant qu'il y a des difficultés dont je vous ai parlé, notamment pour l'immigration. Hein. Ce sera sans doute plus facile, d'après ce que j'ai pu voir, d'aller au Nicaragua, mais il faut savoir que les États-Unis sont prêts à mettre beaucoup de pression, et le fait que le Nicaragua, tout comme le Mexique, je l'ai dit au début de vidéo, a parlé d'une éventuelle adhésion aux BRICS, va évidemment faire monter les mondialistes des États-Unis sur le grand chevaux. Et donc, moi, je conseille de regarder ça de près. Je ne peux absolument pas vous dire comment ça va se passer. On est dans une période très incertaine au niveau politique. Hein. Je pense que je ne vous apprends rien en disant ça. Mais donc, le résumé de l'histoire, c'est que si vous cherchez des pays qui s'opposent au mondialisme, eh bien, par ici, il n'y a que le Nicaragua. Dans les pays dont je parle dans la vidéo, il n'y a que le Nicaragua qui est sur une autre voie. Est-ce que ça veut dire que le Nicaragua ne fera pas d'injection obligatoire, etc. Eh bien, pendant la période de la pandémie, il a eu une politique plus équilibrée qu'en pays comme le Guatemala, par exemple, où les injections étaient obligatoires, au moins pour rentrer dans le pays. Ce n'était pas le cas au Nicaragua. Par contre, au moment où je tourne la vidéo, il faut toujours un test PCR pour rentrer au Nicaragua. C'est le seul pays d'Amérique centrale. J'espère que j'ai fait le tour des questions que vous pourriez vous poser par rapport à une éventuelle installation en Amérique centrale. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici dessous. J'ai aussi un groupe Facebook qui répond à cette question, où aller vivre pour fuir les passes, etc. C'est un tout petit groupe qui n'a pas encore beaucoup d'activité, mais s'il y a des questions, eh ben, ça le dynamisera et ça permettra de rencontrer d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que vous et qui ont les mêmes idées également. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. Je suis évidemment à votre disposition si vous avez aussi des commentaires. Je ferai d'autres vidéos sur ce sujet. Vos remarques peuvent m'aider à faire une vidéo peut-être encore plus intéressante la prochaine fois. J'espère que vous avez trouvé celle-ci intéressante, bien sûr, mais on peut toujours mieux faire. C'est en tout cas mon objectif. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie aussi de votre fidélité. Et si vous voulez me soutenir, je vous rappelle qu'il y a une possibilité. Ça me fait toujours plaisir et j'en ai vraiment besoin. Je reviendrai sur ma situation personnelle quand ce sera un petit peu plus éclairci. À très bientôt.